Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire du cabinet d'avocats CBA. Je me présente, Georges-David Benayoun, avocat au barreau de Paris, spécialisé en fiscalité. Aujourd'hui, le thème immobilier, investissement immobilier, faut-il privilégier l'impôt sur le revenu ou l'impôt société? Alors, c'est une question volontairement provocatrice parce que la réponse, en réalité, est qu'on peut trouver son bonheur dans l'un ou dans l'autre, mais vous allez voir, on a une véritable évolution au cours de ces dernières années. Alors, pourquoi on se pose cette question? Parce qu'on a une baisse de l'impôt société qui était à 33%, qui devrait être au 1er janvier 2022 à 25%. Et à côté de ça, on a un régime au niveau de l'impôt sur le revenu qui a été extrêmement durci. Durci pourquoi? Parce que on a des contributions sociales qui n'ont cessé d'augmenter et qui sont aujourd'hui à un niveau de 17,2%. Or, lorsqu'on revient une dizaine d'années, une quinzaine d'années en arrière, nous avions une imposition et non-imposition des plus-values, généralement au bout de 20 ans ou 22 ans. Là, maintenant, on est au bout de 30 ans avec une surimposition extrêmement élevée. Par exemple, quelqu'un qui va être dans une tranche marginale à 30%. Alors, tranche marginale à 30%, ce n'est pas obligatoirement élevé, hein, puisqu'on a une tranche à 41 et à 45 au-dessus. Quand on rajoute 17,2%, ça signifie que l'imposition va dépasser les 47,2%. Donc, c'est extrêmement important de comprendre qu'on a une évolution qui nous fait changer totalement au niveau de la réflexion. Donc, maintenant qu'on a posé les bases entre un impôt société qui baisse et un impôt sur le revenu qui augmente, allons voir l'imposition sur l'impôt société. Alors, il repose, Rachel, j'ai un retour très désagréable en termes de son, donc j'entends rien du tout. Je pense que le problème vient de chez toi. Moi aussi, je t'entends très, très mal. Je pense que ça a à voir avec ta connexion chez toi, Georges. Parce que nous, on est tous en mute. D'accord. OK. Bon. Maintenant, je t'entends mieux, mais ça n'a rien à voir. Je pense que ça a à voir avec ce qui se passe chez toi. OK. Donc, à l'impôt société, on va pouvoir amortir le bien. Amortir le bien, ça veut dire que le prix d'acquisition, et quand je parle du prix d'acquisition, c'est également les frais de notaire vont pouvoir être amortis sur une durée généralement de 30 ans. Après, on peut avoir des distinctions. Alors attention, quand on parle d'amortissement, on a amorti la construction et pas le terrain. Alors c'est un peu compliqué lorsqu'on achète un appartement à Paris de se dire, tiens, il y a un terrain, je suis propriétaire d'un terrain. Oui, virtuellement, vous êtes propriétaire d'un terrain. Grosso modo, on va dire que le choix qui doit être fait, c'est toujours un choix comptable extrêmement important sur l'amortissement. On est aujourd'hui dans la région parisienne plutôt à un taux, une valorisation de terrain de 30%. Maintenant, si le bien que vous achetez se trouve aux Champs-Élysées ou dans un quartier très réputé de Paris, vous vous rendrez compte que la valeur du terrain va notablement augmenter. Donc, on est sur ces mécanismes-là qui sont extrêmement importants pour le fonctionnement de l'impôt société. Alors, je vais vous mettre à l'écran un exemple, nous, on fait généralement des simulations. Et je vais vous mettre un Excel. Donc ça, c'est une simulation qu'on a faite il y a à peu près une semaine pour un de nos clients. Alors, je vous mets que la conclusion pour que vous compreniez bien. Cette personne a acheté au cours de l'année 2020 plusieurs biens et voulait être certain que le mécanisme de l'IS était le mécanisme le plus intéressant. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a un montant de loyer que l'on a calculé sur 20 ans et qu'on a indexé. 1 722 000 €. On a calculé derrière quels étaient les impôts qu'il allait payer au regard de sa tranche d'imposition habituelle, à l'impôt sur le revenu et ce qu'il aurait à payer à l'impôt société. Alors, à l'impôt société, on va considérer deux éléments, sans distribution ou avec distribution de dividendes.
vous voyez un écart déjà considérable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'impôt sur le revenu, la personne va sortir 746 000 euros d'impôt. À l'IS, on est à 138 000 euros. Si en plus on souhaite se distribuer le surplus, les dividendes, on va passer de 138 000 à 248 000 euros. Ça, c'est l'analyse faciale de l'imposition. Et puis, nous, on fait aussi une analyse plus lointaine en trésorerie. Parce qu'on sait que le but d'un achat immobilier, c'est de faire financer l'acquisition par les loyers. Donc, lorsqu'on met bout à bout tout ce qui rentre et tout ce qui sort, y compris les impôts, on voit que quelqu'un qui va acheter à l'impôt sur le revenu va devoir débourser, donc avoir un effort d'investissement supplémentaire de 337 000 euros sur 20 ans. À l'inverse, quelqu'un qui a à l'impôt sur les sociétés aura un surplus de trésorerie de 271 000 euros. C'est extrêmement intéressant, ça. Et là, on a l'explication du choix de base lorsque quelqu'un vient nous voir et nous dit, voilà, je veux faire de l'immobilier. Alors, on rentre dans aucune autre considération. Notre premier réflexe, c'est de lui dire, il faut aller à l'impôt société, sauf si on trouve d'autres raisons qui vont nous faire changer d'avis. Donc, vous voyez quand même qu'entre un effort de 337 000 et un gain de 271 000 euros, on est dans une situation totalement différente. Car ces 271 000 euros, bien évidemment, il peut les investir sur une autre acquisition, ainsi de suite. Alors, cet exemple n'est pas obligatoirement vrai. On peut avoir des cas où, même à l'IS, on est en négatif. Mais ce qu'on va toujours avoir, c'est un écart extrêmement important entre la simulation à l'impôt sur le revenu en trésorerie disponible et la situation à l'IS en situation avec l'amortissement. Alors, le différentiel s'explique par quoi? On a un taux d'IS qui est bas par rapport à l'impôt sur le revenu, et puis surtout, on amortit les biens. Donc, basiquement, on voit, il n'y a jamais photo que l'IS est nettement favorable. Après, la première réponse que l'on me fait, je vais arrêter, voilà. La première réponse qu'on me fait souvent, c'est me dire oui, mais en fiscalité, au moment où je vais revendre, cela va me coûter nettement plus cher. Non. Non, parce que d'abord, il y a une chose qu'on ne maîtrise pas, c'est la fiscalité à l'impôt sur le revenu. C'est extrêmement amusant de regarder, puisqu'on rentre dans une année présidentielle, que personne ne parle de la baisse de l'impôt sur le revenu. Par contre, l'impôt société a baissé, baisse et continuera à baisser parce qu'au niveau européen, c'est le seul différentiel lorsqu'on a une monnaie commune en termes de compétitivité d'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on se loge dans une structure à l'IS. Donc, on voit bien qu'on a un avantage quand même extrêmement important à l'impôt société. Maintenant, à l'impôt sur le revenu, on peut avoir des cas qui permettent ou qui vont nous amener à choisir cette situation. Premier cas, on a l'intention d'investir dans une SRL de famille transparente en faisant remonter des pertes, parce que lorsqu'on fait des pertes, ça peut être intéressant lorsqu'on est fiscalement extrêmement imposé. On peut aussi, à l'impôt sur le revenu, être en loueur meublé professionnel. Alors, c'est un peu différent parce que pour être à l'IS, il faut être obligatoirement dans une structure en société. Lorsqu'on est loueur meublé professionnel, on n'est plus en société. On est en détention propre, puisqu'on va être commerçant. Et puis, on a aussi les montages où on va avoir une création de SCI à l'impôt sur le revenu. Et puis, on va être amené à céder l'usufruit temporaire des biens à une structure à l'IS. Donc, ce désavantage d'avoir une fiscalité pendant 15 ans ou 20 ans de remboursement et de forte imposition n'existera pas. On est dans des cas, lorsqu'on joue avec l'usufruit temporaire, de personnes qui ont quand même des patrimoines importants, parce que, par définition, quand on finance l'usufruit temporaire et l'acquisition et qu'on n'a pas de loyer, c'est qu'on a quand même un patrimoine pour le financer.
ou du moins des contrats d'assurance vie qui permettront de compenser l'absence de remboursement ou un échelonnement avec un contrat in fine. Donc, je continue. Lorsqu'on fait la synthèse, on peut être amené à se dire, basiquement, l'impôt société est plus intéressant. L'impôt sur le revenu, on est dans des cas très particuliers. Néanmoins, ce qu'il va falloir regarder, c'est le niveau de patrimoine, le niveau d'imposition et puis le coût d'acquisition du bien. À terme, quelqu'un qui veut constituer un vrai patrimoine immobilier ira toujours sur l'IS. Maintenant, quelqu'un qui est dans une tranche inférieure à 30%, qui achète un bien, un studio ou 2 studios, se pose pas obligatoirement cette question. Mais il devra savoir que de toutes les manières, en termes de remboursement, ce sera toujours difficile. Je suis extrêmement surpris parce que c'est des consultations qu'on fait nous quasiment au moins une fois par mois, de voir des personnes qui ont acheté des biens, puis ont commencé à rembourser, puis ont une première année, puis une deuxième année avec une fiscalité élevée, et qui viennent nous voir et qui nous disent « mais je ne comprends pas, moi j'ai mes loyers qui remboursent, c'est quoi, pourquoi mon impôt a augmenté ?» On parle très peu de la fiscalité lorsqu'on fait une acquisition. Le raisonnement basique est souvent de se dire « mes loyers vont rembourser mon emprunt ». Si vous êtes à l'impôt sur le revenu, le frottement peut être quand même extrêmement important. Et puis, ce qu'il faut regarder aussi, c'est pourquoi vous voulez constituer un patrimoine immobilier. Soit vous souhaitez le constituer pour un jour un départ à la retraite, soit vous n'en avez pas besoin et vous dites c'est surtout un patrimoine que je vais constituer pour mes enfants et que je vais leur transmettre. Ou plusieurs sujets, à quel moment je fais rentrer mes enfants? Est-ce que je les fais rentrer par donation? Est-ce que je les fais rentrer par cession parce qu'au début, la structure est tellement imposée que c'est relativement facile de céder des participations. Donc, autant de sujets fiscaux qui vont impacter la réflexion. Alors, on va dire généralement, on a 2 typologies de clients. Des personnes qui ont un patrimoine immobilier extrêmement ancien et qui sont à l'impôt sur le revenu. Lorsqu'ils nous disent « tiens, je veux acquérir un bien », on ne les fait surtout pas passer à l'impôt société parce qu'ils perdraient l'avantage de l'exonération de la plus-value. Par contre, toutes les nouvelles acquisitions, on aurait intérêt à les faire par le biais d'une nouvelle structure à l'IS. Et puis, on a une typologie que j'appellerais celui du chef d'entreprise qui a constitué une holding où il a généralement son exploitation, puis à un moment ou à un autre, il va vendre son exploitation. Sinon, il va faire remonter des dividendes sur sa holding, il va commencer à se constituer un patrimoine. Souvent, les holdings professionnels, à terme, deviennent des holdings patrimoniales parce que lorsqu'on s'est débarrassé de son exploitation, on va sur des investissements immobiliers plus pérennes, plus classiques et qui dépendent plus de la personne. Le grand intérêt de l'immobilier, c'est que contrairement à une entreprise, pour le valoriser, on n'a pas besoin de vous. On sécurise en termes de loyer. On fait souvent des mix entre du commercial, un équilibre entre du commercial qui a une forte rentabilité, mais qui peut être dangereux, avec de l'habitation où là, on a quand même un certain nombre de contraintes et de problématiques si votre locataire ne vous paye pas. Donc, on va faire un certain mix. Et donc, souvent, nous, on part de holding de clients et puis on va créer des SCI. Alors, il y a à côté de l'analyse fiscale des analyses juridiques. Lorsqu'on constitue une SCI, généralement, on met les personnes physiques à un niveau plus ou moins important dans le capital et on laisse la holding à un niveau de 15 ou 20%. Ce qui va permettre à la holding d'apporter des liquidités pour développer l'immobilier tout en limitant sa participation. Ça permettra 2 choses, soit d'enrichir les personnes en propre qui vont continuer donc, qui auront 80% de l'immobilier, soit ça leur permettra à un moment de revendre la totalité de leur participation immobilière, les fameux 80% à leur holding, et donc de leur créer
de la trésorerie. Ce qu'il faut se dire, c'est que faut être extrêmement imaginatif sur ces montages-là. On n'est pas sur des sujets à risque, on est sur des sujets plutôt récurrents, qu'on retrouve souvent. Il n'y a pas d'abus de droit. Voilà, il y a un certain nombre d'options à choisir pour pouvoir développer un patrimoine immobilier. Mais effectivement, lorsque nous, on regarde parmi notre clientèle, les patrimoines les plus élevés, ce sont ceux qui ont développé souvent de l'immobilier. Alors, l'immobilier lié à leur activité professionnelle ou de l'immobilier parce qu'au fur et à mesure, ils ont toujours investi dans de l'immobilier. C'est d'ailleurs pour ça, tout à l'heure dans le montage, que je ne suis pas rentré dans le détail de savoir si on distribuait ou non du dividende. L'idée, lorsqu'on est sur une structure à l'IS, c'est vraiment de tout réinvestir pour développer, acheter. Et puis, à un moment, on va avoir, au bout des remboursements, un patrimoine qui sera extrêmement important. Je reviens sur un point que je n'ai pas eu le temps de développer tout à l'heure, c'est les plus-values, la sortie. Avant, la sortie se faisait, on se disait à l'impôt sur le revenu, au bout de 20 ans, super, je vais vendre, je suis exonéré de plus-value, je prends mon argent et puis j'en fais ce que je veux. Aujourd'hui, dans un régime à l'IS, on est moins sur un sujet de vente. Parce que de toutes les manières, le revenu foncier, que vous soyez en période d'acquisition, c'est-à-dire au moment où vous remboursez votre prêt ou après, vous aurez toujours une fiscalité énorme. Et ça, ce n'est pas intéressant. Donc, on va privilégier l'option impôt sur les sociétés pour avoir une holding, mais on peut céder des biens, mais on ne va jamais au bout du raisonnement qui est de dire « je cède tous les biens pour tout distribuer ». Néanmoins, lorsqu'on fait les calculs, et depuis peu de temps, on voit que lorsqu'on fait ces opérations-là, ça reste encore plus intéressant que de subir l'impôt sur le revenu pendant des années. Et puis surtout, il y a un avantage. Si vous souhaitez le faire, c'est que vous allez le calculer et le faire au moment où vous voulez. L'augmentation des impôts et notamment des contributions sociales est quelque chose d'insupportable. Il suffit de voir les réactions de mes clients lorsque François Hollande a passé une première couche et Macron une deuxième couche. Vous êtes sur des investissements immobiliers où vous allez investir sur 15 ans ou 20 ans au regard d'un prêt et vous vous rendez compte que votre raisonnement de départ est totalement faussé parce qu'on vous a changé la donne avec une augmentation des impôts. Et c'est là, encore une fois, où le raisonnement de l'impôt société est plus intéressant parce qu'on est sur une logique de réduction de l'impôt sur le revenu. On n'ira pas en France sur une distinction d'impôt sur le revenu selon que ce soit de l'immobilier ou pas de l'immobilier. Voilà. Dernière chose extrêmement importante. Souvent, on crée pour nos clients des SCI où ils sont minoritaires et leurs enfants sont majoritaires. La SCI, souvent à l'IS, principalement à l'IS, et va être donc un outil de transmission. Alors, ce n'est pas gênant, mais parce qu'il faut savoir que la SCI, c'est vraiment la société où on peut faire du sur-mesure. Vous pouvez avoir 2% du capital avec votre épouse, et pour autant, vos enfants ne pourront rien faire tant que vous ne serez pas décédés tous les deux. C'est-à-dire qu'on va décider que vous êtes nommé co-gérant pour une durée illimitée, que pour vous remplacer, il faut l'unanimité des associés, qu'ils ne peuvent pas vendre de biens sans l'autorisation du gérant, mais que le gérant a déjà un pouvoir pour vendre les biens. Donc, il faut savoir que derrière la fiscalité, il peut avoir du juridique très haut de gamme pour organiser tous ces mécanismes-là. Donc ça, c'était sur la partie juridique. Mon dernier mot, c'est de dire, lorsque vous faites un investissement immobilier, c'est un investissement de long terme. Donc, consultez, il faut faire une analyse. Est-ce que votre situation professionnelle aujourd'hui sera la même dans 5 ans, 10 ans ou 15 ans? Est-ce que votre taux d'imposition est déjà très élevé ou est plutôt bas? Comment optimiser tout cela
tout, et vous verrez qu'il y a des incidences quand même financières énormes. Ça n'aura pas d'incidence selon que vous passiez à l'IS ou à l'IR vis-à-vis des établissements bancaires. Les établissements bancaires demandent une structure SCI parce qu'en termes de garantie, ils sont mieux protégés. Mais ils s'en moquent généralement de savoir si vous passez à l'impôt société ou à l'impôt sur le revenu. Voilà les éléments que je voulais vous présenter ce matin. Il n'y a pas de questions particulières, mais on est resté quand même dans des généralités pour pouvoir vous faire réagir sur les éléments essentiels. Donc, je vous souhaite une bonne journée et puis à un prochain webinaire du cabinet d'avocats CBA.